tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. En ces temps bien sombres, où on a l'impression que tout se casse la gueule, tout part en sucette, il y a encore des gens qui osent se dire heureux. Gérard est de cela. Comme c'est mon voisin, je vais le tutoyer. C'est quelqu'un qui a l'œil clair, le mollet léger. Évidemment, son travail, qui consistait à faire des additions pour l'État et des soustractions pour nous, lui a fait perdre quelques cheveux, mais c'est quelqu'un qui est plein de dynamisme, de jovialité, pas du tout le taoïste renonçant au plaisir terrestre, ou bien l'épicurien guetté par l'obésité, ou bien le neurasthénique rongé par la dépression, et c'est quelqu'un qui déclare « Voilà, je suis un retraité heureux ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un retraité heureux ? Nous allons le demander à Gérard. Gérard, depuis quand es-tu à la retraite ? Et explique-nous ce que tu as fait pour arriver à cette retraite tant souhaitée par un certain nombre de gens et redoutée par d'autres. Bonjour, alors je suis un retraité depuis février 2021 et cette retraite donc je l'ai méritée mais je ne l'ai pas particulièrement attendue puisque j'étais bien dans mon travail, j'étais heureux dans mon travail puisqu'on va parler beaucoup de bonheur et de gens heureux. Donc je savais que ça allait arriver, je n'ai pas pressé le mouvement pour y arriver. Cela étant, une retraite ça se prépare. C'est pour ça que j'avais commencé à préparer cette transition de manière à pouvoir assurer une continuité dans ma vie. Donc depuis un an avant la retraite, j'avais commencé à réfléchir un peu aux activités que j'allais pouvoir assurer. Et donc je m'y étais préparé tranquillement en investissant assez peu, puisque je travaillais à Bordeaux et habitais à Périgueux. Mais néanmoins, j'avais déjà les pieds dans cette autre activité que je savais allait devoir prendre une grande partie de ma vie. Alors cette activité, elle est multiple. Je te vois quelquefois partir sur ton vélo et puis revenir longtemps après. Mais tu fais aussi beaucoup d'autres choses. Alors quelles sont les choses que tu fais pour entretenir ce dynamisme qui est le tien ? Alors le vélo, effectivement, c'est une activité ancienne que je pratique depuis 25 à 30 ans. Je l'ai pratiquée quand j'étais en activité, mais assez peu finalement, puisque je ne pouvais m'y consacrer que le week-end. Donc la transition était facile, puisque là je pouvais m'y consacrer durant la semaine. Alors pas toute la semaine, parce qu'il ne s'agissait pas de devenir un pro du vélo. Ça ne m'intéresse pas. Le vélo, ça représente pour moi, par exemple, actuellement, 2 séances de 3 heures par semaine. Ça fait combien de kilomètres, ça Ça peut faire 2 fois 70 kilomètres, par exemple. 2 fois 140 kilomètres par semaine, quand je peux. C'est rarement un peu plus, parfois, en été, puisque les jours sont plus longs. Ça peut aller jusqu'à des séances de 100 kilomètres. Donc ça, cette activité, je l'avais avant, je la conserve, je la développe et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit régulière. Alors là, l'avantage que j'ai, c'est que, indépendamment le temps, je le choisis. C'est-à-dire que quand il fait vraiment mauvais, j'y vais pas. Donc ça, c'est quand même un avantage de la retraite. Donc cette activité, je la continue. Alors l'autre activité, tu es bien placé pour le savoir, puisque c'est toi qui m'a invité à la rejoindre. C'est une activité de trésorier. J'étais comptable auparavant. Comptable, trésorier, vous voyez qu'il y a un lien. Et un jour, j'ai eu le malheur de te dire que les chiffres, moi, j'aimais ça. N'avait pas de secret pour toi, oui. Voilà, n'avait pas de secret, c'est pas... Et surtout que j'aime bien les chiffres, j'aime les mathématiques, j'aime ce qui est carré. Et c'est comme ça que tu es devenu trésorier de la radio. De Radio Libre en Périgord. Exactement. La grande radio périgourdine, bien connue du public. Exactement. Donc ça, j'avais un petit peu anticipé avant la retraite. J'avais pris pas mal de renseignements, même si j'ai pas voulu être trésorier en titre,
parce que c'est quand même une grosse responsabilité, puis c'est du temps à passer, et moi je n'en avais pas beaucoup. Mais bon, donc j'ai pris connaissance, j'y suis allé plusieurs fois, je me suis renseigné et tout, ce qui fait que le jour où, donc au mois de février 2021, j'ai pu facilement prendre la fonction et prendre le poste de trésorier. Donc cette occupation, oui, c'est une occupation pas à quart de temps, j'y passe 10 à 20% de mon temps. C'est assez prenant quand même. Et moi, j'y éprouve de la satisfaction parce que j'ai vu la situation, j'ai essayé d'améliorer la situation, c'est-à-dire essayer d'obtenir des subventions qu'il faut aller chercher à travers des projets. Et donc là, je pense que l'an passé, par exemple, sur l'année 2021, on a assez bien réussi puisque notre bilan est positif et c'est vraiment une satisfaction. Alors, au-delà des chiffres, moi, j'aime bien les chiffres, mais je n'aime pas que les chiffres. Ça m'a permis aussi de continuer à connaître des gens, de continuer à avoir des relations sociales. Excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu étais familier du milieu associatif auparavant? Absolument pas. Ça a été une expérience nouvelle aussi pour toi. C'est le seul milieu associatif que je connaissais, non, c'est pas tout à fait exact, puisque quand j'étais en région parisienne, j'étais trésorier du club vélo. Mais c'était un petit club, il n'y avait pas de salariés, mais le milieu associatif, je le connaissais à travers le club vélo. Là, c'est effectivement une autre expérience, puisque l'association est quand même riche d'une cinquantaine d'adhérents. Il y a trois salariés plus des contrats intérimaires ou des services, ce qu'on appelle des services civiques. Donc, il faut aussi gérer l'aspect humain. Bon, j'essaye d'y contribuer parce que tout n'est pas rose, tout n'est pas toujours facile. Et là-dessus encore, j'avais quand même une expérience, puisque dans le passé qui était le mien, j'ai été DRH d'une grosse direction en région parisienne où il y avait 1300 personnes. Donc là, on ne voit pas 1300 personnes, mais on voit les cas, les cas délicats. Alors, il y a deux choses. D'une part, je pense que tu es d'accord pour reconnaître que participer à une association comme cette radio, c'est avoir l'occasion de rencontrer des gens de différentes générations. La deuxième chose à laquelle je voudrais que nous venions, c'est que tu nous rappelles un petit peu quel a été ton itinéraire professionnel avant de passer à une autre de tes activités bénévoles. Alors mon itinéraire professionnel s'est exercé à la Direction générale des finances publiques, ce que le commun des mortels appelait à l'époque les impôts, mais qui sont beaucoup plus vastes que les impôts, puisque c'est les finances de l'État avec la fusion avec la comptabilité publique qui s'est opérée il y a une dizaine d'années. Donc au sein de cette structure administrative, j'ai exercé différentes fonctions. Alors je ne vais pas les détailler, mais j'ai été inspecteur spécialiste du contentieux. J'ai été également encadrant d'une brigade de vérification. Et à la fin, surtout, les 20 dernières années, j'ai été directeur, ce qu'on appelle directeur divisionnaire, puis directeur départemental. C'est-à-dire qu'en fait, je m'occupais du fonctionnement d'une direction. Aussi bien, ça a été à Paris, une direction de contrôle de gestion, qu'en Seine-et-Marne, où j'ai exercé. Ça a été aussi à Limoges, où j'ai exercé en Haute-Vienne. Et ça s'est terminé avec un poste, ce qu'on appelle un peu une sinécure, c'est ce que disent certains. Maintenant, ça a bien changé quand même. J'étais responsable d'un service de publicité foncière, qui est l'ancienne conservation des hypothèques. Donc voilà, donc c'est un travail de chef de service. Là, j'avais une quarantaine de personnes pour gérer le fichier immobilier de l'État et donc être en contact avec ceux qui achètent des biens immobiliers et les notaires ou les avocats quand il y a des problèmes. Et entre-temps, tu avais quitté la région parisienne puisque tu étais revenu à Bordeaux et tu t'étais fixé en Dordogne. Exactement. Alors, ce n'était pas un but en soi. Certains savent dès l'origine qu'ils veulent retourner dans telle région ou dans tel département. Moi, ce n'était absolument pas le cas parce que je ne connaissais pas la Dordogne. En fait, ça a été un peu le fruit du hasard puisque moi, j'ai obtenu une mutation il y a 7 ans. Et il y a 8 ans maintenant, une mutation à Bordeaux. Et ma compagne, à l'époque, était à Bourges et elle a demandé Bordeaux, mais elle n'a pas pu l'avoir, donc elle a pu avoir Périgueux.
Donc la question s'est posée, que fait-on? Où habite-t-on entre les deux? Donc, on a pris la décision qu'elle allait avoir un poste peut-être plus prenant que le mien, et que donc il fallait mieux qu'elle soit sur place. Donc on a choisi Périgueux, où elle travaillait, et moi je faisais les navettes à Bordeaux. J'ai fait les navettes avec Bordeaux pendant 7 ans. Alors des regrets de ce choix? Alors non, pas du tout, puisque le Périgord est une région superbe, qui a une qualité de vie que j'imaginais, hein, mais qui me convient tout à fait. Hein. Mais pas du tout. On y est très bien. On vit très bien dans le Périgord pour différentes raisons. Donc ça a été une découverte pour toi, la Dordogne et le Périgord? Tout à fait, tout à fait. Ça a été vraiment une découverte. C'est une région tranquille déjà, par rapport à la région parisienne où j'habitais avant, où tout bougeait tout le temps, je prenais les transports en commun très régulièrement. C'est quand même un confort de pouvoir ne pas prendre des transports bondés. Donc ça, et la campagne aussi. Alors la campagne ici est magnifique. Pouvoir enfourcher ton vélo et partir sur des routes à peu près tranquilles. Voilà, alors ici, pour le vélo, c'est une région idéale, mais pour du vélo en confirmé. La Dordogne est faite de plein de petites routes avec beaucoup de côtes. Mais il y a une partie aussi roulante, hein, le long de la vallée de l'Isle. Si je vais jusqu'à Saint-Astier ou à Montpont, là, c'est roulant. Donc en fait, on a une variété qui permet de faire du vélo à tous les niveaux. Et alors, quand tu es sur ton vélo, tu regardes à droite et à gauche, hein, quand même, tu n'es pas toujours penché sur le guidon, et tu vois dans la campagne des petits châteaux, des corps de ferme, l'architecture rurale magnifique. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée de livrer à cette dernière activité dont tu vas nous parler sans doute très bien? Ça m'a pas donné l'idée, puisque l'idée je l'avais déjà. Parce que ça faisait partie de ta préparation à la retraite. Exactement. En fait, moi j'ai toujours été un amoureux des vieilles pierres. J'ai toujours aimé, tout simplement, j'aime ce qui est beau. Et je trouve que ce qu'ont bâti nos aïeux, c'est magnifique avec les moyens qu'ils avaient. Et je suis toujours charmé, je suis toujours ébahi devant la beauté de petites choses parfois, hein, qui viennent du passé et qui perdurent. Alors moi-même, j'avais participé un petit peu à ce... j'ai restauré une vieille maison du XVIe siècle dans ma ville d'origine, qui s'appelle Fontenay-le-Comte, en Vendée, qui a un secteur sauvegardé, qui date de la Renaissance, surtout de la Renaissance d'ailleurs, hein, et dans lequel il y a beaucoup de vieilles maisons. Et donc, il y a 15 ans de cela, j'ai restauré une maison du XVIe siècle, qui a évolué au fil des âges, hein, mais dont les caves, par exemple, datent du Moyen-Âge. Hein, on le voit très bien. Donc je l'ai rebâti quasiment de fond en comble. Alors, c'est là l'origine du virus, alors. Le virus, il date de ma plus tendre enfance, hein, puisque voilà. j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les vieilles pierres, même si je n'ai pas toujours pu... Mais dès que j'ai pu, j'ai visité en pagaille des châteaux, des églises. Donc j'ai restauré cette maison, alors de fond en comble. Hein. Alors c'est pas rentable, hein, mais c'était vraiment pour le plaisir. Et j'ai sauvé une ruine, et donc maintenant c'est une maison qui est habitable. Mais je voulais aller au-delà, et je m'étais toujours dit que, vu cette passion qui m'habite, je souhaitais, en fait, quand j'aurai du temps, et donc j'en ai depuis la retraite, faire quelque chose pour le patrimoine. Donc l'idée d'adhérer à la Fondation du patrimoine, après avoir étudié un peu ce que faisait cette fondation. J'avais pris contact avec le délégué régional à Bordeaux, qui m'a accueilli chaleureusement, Francis Arnaud, et donc j'ai pris pied progressivement dans la Fondation du patrimoine, en disant également, le temps, je l'aurai en 2021. Donc depuis 2021, je suis donc délégué à la Fondation du patrimoine en Dordogne. Hein, je suis un des délégués territoriaux, nous sommes 5 ou 6
qui nous partent. Alors, il y a un délégué départemental qui s'appelle Patrick Palem, qui est bien connu puisque c'est l'ancien directeur de la Socra, qui est une entreprise bien connue dans la restauration du patrimoine, d'ailleurs en France et dans le monde entier. Et donc, lui est délégué départemental, et donc moi, je l'assiste sur le secteur. Alors, je n'ai pas le secteur de Périgueux, j'ai le secteur de Hautefort. J'ai tout le nord-est du département, et donc je t'expliquerai un petit peu en quoi ça consiste. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la Dordogne, qui ont le malheur de ne pas connaître la Dordogne, est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt de travailler en Dordogne, justement, dans ce secteur de la conservation du patrimoine ? Alors la Dordogne, c'est un département particulièrement riche en patrimoine, puisque j'ai quelques chiffres. Au niveau des départements français, c'est le second département en nombre de monuments historiques. Ça, j'ai découvert ça récemment. Donc c'est pour vous dire vraiment l'importance de ce département, et ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite à vélo, je le vois particulièrement, puisque comme tu le disais, il suffit de circuler, il n'y a pas 10 km sans voir l'ombre d'un château ou d'une église classée, des églises fortifiées, ou simplement une maison, un petit manoir. Et donc la Dordogne fourmille de petits patrimoines. Donc c'est vraiment très 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 important. En plus, la Dordogne est classée au patrimoine mondial à l'UNESCO, avec les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque un certain nombre de sites sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a également tout ce qui est la vallée de la Vézère, avec la vallée de l'Homme, les grottes, les abris préhistoriques. Donc la Dordogne, c'est particulièrement riche, et je suis vraiment très content d'être dans ce département, parce que là, la matière ne manque pas. Et la matière à restaurer tout particulièrement. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la Fondation du patrimoine, en nous définissant pour nos auditeurs tout de suite ce qu'est une fondation ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont cette fondation fonctionne ? Alors, la Fondation du patrimoine, c'est un organisme privé. Ce n'est pas un organisme public, c'est un organisme privé qui a été fondé par un grand nombre d'entreprises, parmi lesquelles, j'en citerai quelques-unes, mais il y a AXA, par exemple, Électricité de France, L'Oréal, Michelin, ont contribué à la création de la Fondation du patrimoine, en apportant des subsides et aussi en participant au conseil d'administration. Alors il se trouve, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, et c'est assez marrant, parce qu'en fait, cette fondation a été créée par décret ou par un texte légal en juillet 1996. Et à l'origine de cette création, il y a un certain Jean-Paul Hugot, qui était sénateur, maire de Saumur. Et ce Jean-Paul Hugot, en fait, je l'ai connu dans mon passé, puisqu'il est né à Fontenay-le-Comte, je crois. Mais surtout, il a... La mafia vendéenne. Voilà. Mais surtout, il a été mon professeur d'histoire, me semble-t-il, en 6e. Et je me souviens très bien de lui, parce que... Voilà les racines de la vocation. Voilà. Alors, je pense qu'il était professeur d'histoire ou de français, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui passait très bien avec ses élèves. Et sans doute que ces cours m'ont instillé cet amour du patrimoine. Et donc, c'est lui qui est à l'origine de la Fondation du patrimoine. Donc, cette Fondation du patrimoine, c'est un organisme privé comme toutes les fondations, avec des fonds privés. Mais l'État lui a accordé la possibilité de donner des labels. Donc, elle a des prérogatives de puissance publique que l'État lui a données, évidemment moyennant contrôle, puisque la Fondation du patrimoine est contrôlée comme toutes les fondations, et notamment il y a un contrôle très strict de la part de la Cour des comptes. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que un des exemples de cette prérogative de puissance publique qu'a la Fondation du patrimoine, c'est d'accorder des labels. Alors un label de la Fondation du patrimoine, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité pour celui qui bénéficie du label de déduire de son revenu fiscal, et là on retrouve mes activités passées, une partie des travaux qu'il a engagés. Donc il peut déduire de ses impôts, en gros, si je schématise, il peut déduire de ses impôts une partie des travaux
engagés pour la restauration du patrimoine. Alors, ces travaux, évidemment, ce n'est pas n'importe quels travaux. D'une part, il faut que ce soit des travaux qui concernent un bâtiment qui en vaut la peine. Hein. Si un pavillon des années 80 a besoin d'un ravalement, évidemment, la Fondation du patrimoine n'a pas à intervenir. Par contre, si c'est une maison, par exemple, ancienne, même une ferme ou une grange, mais qui présente du caractère, eh bien à ce moment-là, moyennant que un délégué du patrimoine et l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on intervient sous l'égide de l'architecte des bâtiments de France, en étroite liaison avec eux, si on décide que cet immeuble, cette maison présente un certain intérêt et qu'il y a un intérêt certain à la rénover, ne serait-ce que pour qu'elle soit belle pour le public. Il faut qu'elle soit visible aussi, cette maison. Si c'est une maison enfouie au fond d'un parc, entourée d'un grand mur, elle n'est visible de personne. Donc une des conditions préalables, c'est qu'elle soit visible. Faire tomber le mur. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, le label est possible. Et les travaux, par contre, ce ne sont pas tous les travaux. Ce ne sont que les travaux extérieurs. En gros, l'intérieur ne nous concerne pas. Puisque on a vu une des conditions, il faut que ce soit visible de l'extérieur par le public. Donc ce sont les travaux de façade, ce sont les travaux de couverture et ce sont les travaux des ouvrants, c'est-à-dire portes et fenêtres, puisque ce sont des choses qui sont visibles de la rue ou même d'un chemin de grande randonnée pour une maison qui est dans la campagne. Donc à partir du moment où cette maison a reçu le label de la Fondation du patrimoine et eh bien à ce moment-là, il y a toute une procédure administrative qui donne droit à l'attribution du label et donc à la déduction fiscale. Donc c'est pour ça qu'on est contrôlé et que la gestion, d'après ce que j'en sais, la gestion de la Fondation du patrimoine est très appréciée puisque les derniers rapports de la Cour des comptes les concernant sont vraiment très favorables. Ces intérêts privés qui ont été à l'origine de la création de la Fondation, ça veut dire beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour expliquer un petit peu comment fonctionne financièrement et puis quels sont les résultats que vous obtenez, puisque les résultats de 2020 montrent quand même qu'il y a eu plus de presque 3000 chantiers, 3000 projets, et puis qu'une bonne partie de ces projets ont abouti. Et le tout pour des sommes qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros. Tout à fait. Alors, le bilan 2020, je ne l'ai pas encore. Moi, j'ai devant les yeux donc un petit topo sur l'année 2021, par contre, je n'ai pas encore. 2020, les résultats 2020. Alors, ce qui est montré sur ces quelques graphiques sur les résultats 2020, c'est que les ressources de la Fondation du patrimoine sont d'environ 73 millions d'euros. Elles proviennent pour 18 millions du mécénat, de parrainage, de collecte également, puisque tout aussi bien la Fondation du patrimoine est habilitée à gérer des collectes de dons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des collectes publiques pour des organismes publics. Par exemple, une église à restaurer. Eh bien, souvent, il y a une association qui peut bénéficier de l'aide de l'État ou pas, selon qu'elle est inscrite au monument historique ou pas, mais elle peut en plus lancer une collecte de dons qui ouvre droit à des fiscalisations pour celui qui fait un don. Et donc, c'est la Fondation du patrimoine qui organise la collecte et qui la gère. Donc, les collectes, c'est 11 millions d'euros. Alors, il y a une spécificité, c'est les successions en déshérence. Les successions en déshérence, ce sont des gens qui décèdent et qui n'ont pas d'héritier, direct ou indirect. Donc, il y a un service de l'État, c'est le service des successions en déshérence, qui est chargé de gérer ces biens et de les vendre, en fait, in fine. Donc, évidemment, les ressources sont assez... donc, ces successions en déshérence, eh bien, une partie des fonds des successions en déshérence va à la Fondation du patrimoine, de l'ordre de 70%. Donc la Fondation a des moyens. Oui. A des moyens importants. Oui, tout à fait. Et ces moyens importants, est-ce que tu en vois les résultats dans le travail qui est le tien, c'est de repérer
les projets ou les demandes de personnes qui sont propriétaires de bâtiments qui nécessitent une réhabilitation et de voir s'ils peuvent être éligibles à l'aide de la Fondation du patrimoine. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a des demandes, c'est-à-dire que des propriétaires nous contactent, il y a un formulaire, une demande de label, par exemple, qui est assez simple à remplir. Après, bon, nous, on contrôle derrière, et on contrôle donc si le bien est éligible, et ensuite, quand les travaux sont faits, parce qu'il faut que les travaux soient terminés, eh bien, le label est définitivement accordé, et la Fondation du patrimoine verse 2% du montant des travaux. C'est pas énorme, mais bon, c'est un effet de levier. Et donc, en 2020, par exemple, sur la France entière, il y a 2700 projets qui ont été soutenus. Il y a eu des aides pour 65 millions d'euros. Ces aides de 65 millions d'euros qui ont été apportées, ça concerne 497 millions de travaux. Alors ça veut dire que la différence entre les aides qui ont été apportées et les travaux entrepris, elle a été à la charge des propriétaires. Exactement. C'est considérable. C'est considérable, mais le but, le patrimoine coûte cher. Quand vous avez une maison, la différence est énorme entre une maison ancienne et une maison nouvelle. Ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus, nous, on est exigeants. Puisque, du patrimoine, on ne peut pas crépir n'importe comment. Une maison ancienne, on est obligé de respecter les règles de l'art. Et d'où l'intérêt aussi de subventionner des travaux qui sont bien faits. Alors justement, vous êtes contrôlé. Est-ce que c'est pas toujours ou souvent la guerre avec les monuments historiques? Comment ça se passe? Ce sont des gens qui ont une réputation de rigueur extraordinaire. Alors, tu as raison. Il y a certains endroits où on a des puristes. J'en ai entendu parler. En Dordogne, ce n'est pas le cas. Nous collaborons vraiment de façon très, très, très bonne avec les architectes des bâtiments de France, qui sont 2 ici en Dordogne. Et donc, on les voit régulièrement, on parle des projets, ils les amendent. Mais la collaboration est très positive. Gérard, de tout ce que tu viens de nous dire sur la Fondation du patrimoine, son fonctionnement, ses résultats, la manière dont elle est alimentée, je conclus qu'il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur cette belle fondation. Comme le temps qui nous est imparti est presque terminé, je voudrais que tu nous dises ce qui compte encore dans ta retraite pour faire de cette retraite un moment de vie heureux, au moins à son début. Tu as une famille, tu as un jardin. Est-ce que ça contribue aussi à ton bonheur? La famille, bien entendu. C'est l'élément pivot d'une vie. Donc effectivement, c'est très important et je tiens absolument à ce que les activités que j'ai me permettent aussi, évidemment, de profiter de cette famille. Alors le jardin, j'étais peut-être un peu ambitieux au départ. J'ai un petit jardin. Mais je crois qu'il va rester petit parce que finalement, avec toutes ces activités, je n'ai pas toujours le temps de m'en occuper. Donc je vais quand même le conserver, mais il va rester à la mesure de mes possibilités. Tu parles de ton potager ou bien de tout ce qu'il y a autour, quand même des choses dans lesquelles tu t'actives, hein? Oui, c'est vrai, mais justement, il ne faut pas non plus perdre de vue que j'ai aussi des choses à entretenir. Mais non, en fait, tout est une question d'équilibre entre l'intellectuel, le manuel, le social, l'individuel. Donc je crois que le bonheur, il se situe là-dedans et le bonheur, il se situe dans les petites choses, quoi. Eh bien, c'est sur ces paroles pleines de sagesse que nous allons quitter Gérard en lui souhaitant une longue et heureuse retraite. Merci. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.